L'histoire se passe dans un village perdu d'Irlande, situé en bordure des falaises de Moher, battu d'embrun et de crachats. Les murets de pierre sèche et les bêlements des moutons étaient les seuls indices de la présence humaine aux abords du village. Il suffisait cependant d'un rayon de soleil entre deux nuages pour transformer les façades des maisons en toiles éclatantes. Mortimer Heir, le tisserand du village, avait rendu l'âme. Son métier, ses navettes, son cadre et sa bobine ainsi que les fils qu'il mettait sur les peignes s'étaient immobilisés à jamais. À cette époque, et vu l'insigne de son rang de la haute lignée des tisserands, Mortimer devait être mis en terre dans l'ancien cimetière. C'était une vieille enclave appelée Clún no Morav, c'est-à-dire le champ des morts. Le simple fait d'être enterré dans Clún no Morav valait en soi une épitaphe. La veuve était modérément affligée par la mort du tisserand. Elle n'avait été que sa 4e épouse et était beaucoup plus jeune que lui. Le veuvage d'une 4e épouse ne peut comporter l'abandon généreux, le grand bouleversement émotionnel d'un premier ou à la rigueur d'un second veuvage. La seule émotion qu'elle éprouvait était, elle le savait tout à fait convenable dans sa situation, c'était le désir sincère de voir le tisserand enterré dans sa tombe à laquelle le statut de sa famille et les antiques privilèges de sa maison lui donnaient pleinement et légitimement droit. Une petite assemblée s'était réunie pour savoir où déposer le corps du tisserand, mais plus personne ne se souvenait de l'endroit exact où il devait être enterré. Point de plan, de carte ou de registre. Et si l'un ou l'autre avait existé, il avait été perdu. Les invasions, guerres, famines, dissensions avaient ravagé le sol. On fit appel à 2 anciens du village. Le forgeron accepta en maugréant de quitter sa forge, prétextant que son foyer allait s'éteindre. Le savetier n'était pas de meilleure humeur, mais accepta tout heureux de cette aventure qui le sortait de sa solitude, mais tout aussi déçu de devoir partager avec le forgeron. C'est à ces 2 vénérables anciens têtus et à la mémoire vacillante que furent donc confiées la tâche gratifiante de trouver parmi les tombes celle qui recevrait le corps du dernier tisserand. Ils accompagnèrent la veuve et les 2 jeunes fossoyeurs et pénétrèrent ensemble dans le cimetière munis de leurs bêches. Les croix celtiques surgissaient comme des champignons, claironnant la banalité d'une civilisation d'hommes et de femmes qui, du propre aveu de leurs épitaphes, avaient fait exactement 2 choses qu'ils ne pouvaient éviter de faire. Au dire des inscriptions funéraires, tous étaient nés, tous étaient morts. Certaines croix étaient devenues vertes de honte ou dévorées par le lichen. D'autres gisaient en fragments sur le sol, mais cette mousse qui recouvrait le sol exhalait une lumière mystérieuse. Des croix taillées d'un seul bloc mettant en valeur leurs délicats entremêlements géométriques et leurs inscriptions gaéliques. La plupart des chapelles du cimetière avaient perdu leur toiture, bâtiments rescapés de la folie destructrice des soldats anglais qui pillèrent les lieux. Au sol, des pierres tombales se découvraient entre l'herbe folle et gravillon. D'obscures citations tirées des évangiles se trouvaient parfois ajoutées en manière d'excuse. Elles exprimaient un pardon quasi unanime à l'égard du Seigneur pour ce qui était arrivé aux défunts. Les 2 vieillards allaient de tombe en tombe, opposaient le souvenir au souvenir, l'anecdote à l'anecdote, faisant assaut de mémoire en une discussion ténébreuse dont aucun étranger n'aurait pu percer le puissant mystère. À chaque fois, ils faisaient intervenir les fossoyeurs, mais dès que ceux-ci creusaient 3 pieds, les bêches heurtaient du vieux bois qui rendait un son creux dont on ne pouvait se méprendre sur le sens de ce bruit sinistre.
Le forgeron prit l'air de quelqu'un qui sait où se trouvent les portes du ciel et qui peut à son gré éclaircir un monde ignorant. En un endroit où le sol était égal et marqué d'une pierre aux larges taches de lichen, il se posa pour crier à la cantonade en prenant Dieu à témoin que là, pour sûr, se trouvait la tombe du tisserand. Voyant cela, la veuve se plaça un peu à l'écart de l'endroit où l'on creusait et attendit le résultat le cœur battant. Elle réajusta son châle et rencontra les 2 yeux bruns et chauds du jeune fossoyeur qui suivait ses gestes. 2 pieds de terre, puis 3, puis 4 sortirent ainsi, les bêches entrant dans le sol en coups réguliers et puissants. Une fosse de 5 pieds bâillait dans le sol vénérable. La veuve retrouva les 2 yeux bruns du jeune fossoyeur, puis laissa passer un sourire de gratitude sur son visage pâle. Elle lui rendit son regard, et soudain le silence s'emplit de paroles non prononcées, d'un envol d'émotions vibrantes. La veuve humait le vent frais qui la frôlait, l'odeur fraîche de la terre mêlée à une tiédeur étrangement émouvante. Elle savait, maintenant, que tôt ou tard, cet homme viendrait à elle et qu'elle l'accueillerait.